Un petit mot très rapidement. D'abord pour vous donner l'ordre du jour de l'après-midi. On va avoir une petite séquence d'accueil. Je passerai dans un instant la parole à Pauline Urien, de la Roue HLM Bretagne. On fera un petit retour d'expérience, une présentation d'une mission que la Roue HLM Bretagne a confiée à Orsi Conseil. Et ensuite, on attaquera la phase de retour d'expérience à proprement parler des démarches Énergie-Sprong dans d'autres régions, en l'occurrence dans les Pays de la Loire. Avant cela, vous dire que vous rappelez, parce que pour beaucoup d'entre vous, on s'est déjà croisés à plusieurs reprises, que cette démarche Énergie-Sprong en Bretagne, elle est évidemment initiée par la maîtrise d'ouvrage et par la Roue HLM Bretagne et tous les bailleurs membres de la Roue, et que pour soutenir les marchés à venir, pour favoriser l'émergence d'une offre qui sera en capacité à répondre aux marchés que vont lancer les bailleurs, 4 structures se sont associées pour animer ce qu'on appelle le club entreprise Énergie-Sprong Bretagne. Donc, ces 4 structures sont Batilab, Bretagne Éco-Entreprise, la Fédération bretonne des filières biosourcées et Atlancel. Donc c'est à ce titre-là que les représentants de ces structures-là vont prendre la parole aujourd'hui et animent depuis déjà plusieurs mois des ateliers intitulés Atelier Énergie-Sprong Bretagne. On s'appuie également sur des structures partenaires qu'on appelle structures associées, en l'occurrence des organisations professionnelles, la FFB Bretagne, la CAPEC Bretagne, l'Ordre des architectes et la CIMOV. Voilà pour le contexte. Et vous rappelez que cela fait déjà plusieurs mois que la réflexion est engagée, puisqu'on a lancé, si certains étaient déjà présents, la démarche Énergie-Sprong Bretagne sur le salon Artibad, ça devait être en septembre 2020. Voilà, donc ça fait déjà quelques mois. Et de façon régulière, depuis ce lancement, nous avons proposé des ateliers en présentiel, en distanciel, au gré des circonstances, pour aborder un certain nombre de sujets directement en lien avec la démarche Énergie-Sprong et avec le soutien très bénéfique et appuyé de Greenflex, des équipes de Greenflex, et Anne-Laure Gillois est présente aujourd'hui et dira un tout petit mot tout à l'heure, pour décortiquer les différents éléments qui sont constitutifs d'un marché Énergie-Sprong. Tous ces ateliers ont été filmés, il y avait captation vidéo pour l'ensemble d'entre eux. Tout ce qui a été présenté au cours de cet atelier est disponible en ligne. Il vous suffit pour cela d'aller sur le site de batilab.bzh, vous trouverez Énergie-Sprong Bretagne et l'ensemble de ses ressources. Et dernier point, puisque notre rôle, vous l'avez compris, en tant que structure porteuse, c'est vraiment de mobiliser les entreprises et de faciliter leur constitution en groupement pour se positionner sur ces futurs marchés. On a mis à disposition un annuaire sous forme d'une cartographie qui permet à tout à chacun de se positionner, pas pour dire je vais répondre au marché Énergie-Sprong, pour dire je suis potentiellement intéressé pour rejoindre un groupement, ou alors je suis en train de formaliser un groupement et j'ai besoin d'une compétence complémentaire. Voilà, cet outil il est là pour aider chacun, pour vous aider à faire connaissance entre vous, à trouver des partenariats peut-être pour constituer une offre qui réponde complètement aux attentes des marchés Énergie-Sprong tels qu'ils vont être lancés par les bailleurs. Voilà, ce rappel étant fait, je vais passer la parole à Pauline pour la Roue HLM Bretagne. Merci Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois me tenir debout, c'est ça, ou assise, suivant la taille pour être bien captée par l'écran. Donc, Pauline Urien, directrice de la Roue HLM Bretagne, donc association qui représente les organismes HLM de Bretagne et leur siège social plutôt. La démarche Énergie-Sprong, pour nous, au départ, c'était plutôt un gros mot. C'est quelque chose vers laquelle on souhaite aller parce que c'est davantage de confort pour nos locataires. C'est de l'innovation, c'est de la recherche et développement, c'est stimulant, c'est dynamisant pour nos équipes. Mais ça restait un gros mot parce que ça demande énormément de deniers, de fonds, dans une période où le contexte pour nous n'est pas forcément le meilleur. Alors, on s'est tout de même dit, bon, on va commencer à y travailler. On avait nos voisins ligériens ici présents qui avaient un petit temps d'avance sur nous. On s'est dit, bon, on continue, nous, à échanger, à voir le tissu breton et au moment voulu, on ira se renseigner sur les avancées de nos voisins. Donc, on a commencé à se réunir, à se regrouper en club entreprise avec les différents
groupements comme Atlantisun, comme Batilab, comme FV2. Et on a continué à interroger nos organismes HLM pour savoir où est-ce qu'ils voulaient aller, s'ils avaient la capacité, s'ils avaient le patrimoine aussi, qui pouvait intégrer une telle démarche, hein, parce que c'est pas anodin, on le verra, c'est un projet qui ne peut pas se faire sur tous nos bâtiments. Donc on a fait quelques pas en arrière, quelques pas en avant aussi, avant de vraiment se constituer en comité de pilotage pour poser les bases de la démarche qu'on a engagée aujourd'hui et de la philosophie dans laquelle on voulait aller, parce que c'est aussi ça l'histoire d'Energy Sprong, l'histoire de la massification de la réhabilitation, c'est une philosophie et c'est la capacité qu'on peut avoir à entraîner non seulement les organismes HLM bretons, mais aussi le tissu économique breton. Je remercie d'ailleurs la région d'être là parce qu'elle est là, on aura besoin d'elle à deux titres, probablement, celle de nous accompagner, nous, organismes HLM dans la réhabilitation, mais vous aussi, tissu économique, dans le développement, pourquoi pas, de votre activité. Donc on s'est dit, bon, portons cette philosophie et allons vers quelque chose qui peut servir notre territoire, peut servir aussi nos organismes, nos locataires, mais essayons d'être efficients, de réinterroger, pourquoi pas, le cahier des charges Energy Sprong. Et donc, ça a pu titiller les oreilles de certains à un moment donné en se disant, bon, qu'est-ce qu'il nous faut encore ces Bretons? Ils veulent bien intégrer la démarche, mais encore en mode breton, donc avec le petit pas de côté qui va bien. Mais c'est souvent ce petit pas de côté qui permet de grandes avancées pour le reste du territoire. Donc, le comité de pilotage a décidé d'attaquer l'angle Energy Sprong sur le plan de la massification et la capacité de notre territoire, de nos entreprises locales, à pouvoir venir nous accompagner dans cette réhabilitation qui se veut performante, confortable pour nos locataires et si possible économique, mais ça sera sur le long terme, très 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 long terme pour nous, organismes HLM. Donc à l'issue d'une consultation, c'est Orcide Conseil qui a remporté l'appel d'offres et qui va nous accompagner dans les prochains mois pour non seulement évaluer la capacité de nos organismes et leur patrimoine à pouvoir entrer dans un cahier des charges qu'on va encore travailler, mais aussi la capacité qu'ont les entreprises bretonnes à pouvoir nous suivre dans une telle démarche. Juste à rappeler, le mouvement HLM breton, c'est 1 milliard d'investissements par an dans le BTP. C'est 600 millions dans la construction neuve et 400 millions dans la réhabilitation. On pèse à peu près 10 900 emplois, je crois, selon la cellule économique. Donc voilà, on fait partie de ces acteurs économiques assez importants. Et je pense qu'ensemble, vous tous ici présents et les absents qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, on a moyen de faire de très très grandes choses ensemble. Donc je vais à présent laisser la parole à Thierry Martin. Excuse-moi, j'ai eu un trou sur sa présentation. Bonjour à tous. Mission de sourcing industriel, déjà pour rappeler un petit peu le contexte, la Roue HLM, effectivement, pour lancer ses projets, s'est appuyée sur une démarche qui est très très rare dans l'achat public, qui est le droit pour un bailleur ou pour un organisme d'aller contacter les personnes qui constituent le tissu économique et les interroger sur leurs pratiques, sur ce qui les arrangerait et comment on pourrait constituer les meilleures offres en face de la meilleure demande. Donc c'est là-dessus qu'on s'est positionné. Je vais juste nous présenter un petit peu, même si je pense que tout le monde nous connaît. En gros, aujourd'hui, le groupe Orcide, c'est 3 entités principales qui essaient de relever plusieurs défis en même temps, la digitalisation, le bas carbone, l'évolutivité et bien sûr l'industrialisation. C'est constitué de 3 entités et on est persuadé d'une chose, c'est que le bâtiment de demain, il se construira en usine et pas sur le chantier comme ça se fait aujourd'hui avec des planches et des parpaings. Donc, on reste convaincu de ça.
Ça fait plusieurs années qu'on existe. On a 3 entités bien distinctes qui sont le conseil, donc la partie dont on fait partie et sur laquelle on fait des missions de stratégie et d'ATMO. Une partie campus, je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui font partie du réseau et qui participent activement à l'écosystème. Et puis le magazine que vous devez recevoir assez régulièrement. Sur le conseil, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les donneurs d'ordre, les industriels, les concepteurs, les institutionnels, les entreprises du bâtiment et les acteurs du digital. Notre idée, c'est que le bâtiment n'est plus un métier qui se passe sur le chantier, mais plutôt en préparation, avec l'ensemble des interlocuteurs. Et si on veut répondre aux enjeux de demain, il faut vraiment que tout le monde se mette autour de la table. Donc, aujourd'hui, la mission pour la Roue HLM, c'est une mission de stratégie, avec un diagnostic, avec une définition des scénarios de transition, et puis après, vérifier avec les acteurs le plan d'action qui va pouvoir être mis en place. On ne parle pas des autres solutions à ce moment-là. Donc, on est basé à Lyon, Paris, et puis à Rennes en ce moment beaucoup, parce qu'on accompagne quelques projets dans le coin. Et donc, le sourcing industriel, comment ça va se passer? On rappelle quelques chiffres, 34 organismes, 1 milliard d'euros d'investissement dans le bâtiment, 330, 400 millions dans la rénovation chaque année, 180 000 logements à rénover, alors pas tout à fait 180 000, parce qu'il y en a certains qui sont déjà plutôt bien rénovés. Les enjeux du sourcing, c'est la rénovation industrialisée hors site. C'est-à-dire comment on fait les choses de manière industrialisée et pas en le faisant sur le chantier de manière traditionnelle. La connaissance des acteurs industriels français et régionaux, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs nationaux qui attaquent le marché. Donc, est-ce qu'on a un tissu local capable de répondre? La maîtrise du risque vis-à-vis de ce type de projet innovant. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on lance des projets à 20, 30, 40 millions d'euros de chiffre, sur 4, 5 ans, comment on maîtrise ce risque? Et quel est le discours et la vision des acteurs locaux sur ce marché à moyen terme? Le parc immobilier, vous devez connaître les chiffres, mais en gros, aujourd'hui, il y a 180 000 logements. Il y en a 18 000 qui ont été analysés, dont 3 850 qui ont réellement des données. On est en train de revoir un petit peu ça. Ce que ça donne, c'est grossièrement très peu de logements en classe G. Les bailleurs sociaux de Bretagne sont plutôt très bien positionnés vis-à-vis du reste du territoire français. Ils ont un patrimoine qui est plutôt en très bon état. 2400 logements en F à rénover d'ici 2028. D'ici 2034, il y a 19 000 logements en classe E et 47 000 logements en classe D d'ici 2050. Donc pour le tissu économique local, ça fait en moyenne 2500 logements par an à rénover. Donc il y a de la demande sur du long terme. Donc logiquement, vous êtes à peu près tranquille, ça vaut le coup d'établir un plan stratégique industriel, de créer de l'emploi et de s'inscrire dans la continuité. Alors bien évidemment, quand on donne ces chiffres-là, on se dit oula, ça va faire beaucoup de travail, comment on s'organise? Et c'est bien là qu'on intervient. La première stratégie qui a été retenue par rapport au plan Energy Sprong, c'est bien le E égale 0, reste la règle, quand il est atteignable, c'est-à-dire pour ceux qui sont déjà sur des logements individuels en plancher, rez-de-chaussée, non isolables par exemple, c'est difficile. Donc en gros, c'est le E égale 0 reste la règle. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on va l'atteindre ou qu'on ne va pas l'atteindre? On réfléchit réellement énormément à la production d'énergie, en revente ou en autoconsommation. Parce qu'on se rend compte que c'est quand même des technologies qui sont très peu mises en place. Et pour chacune des questions qu'on va devoir poser au tissu économique, on se posera ces deux questions-là, c'est-à-dire on atteint le E égale 0, on isole, on met une coque autour du logement, on le rénove globalement, et on fait de la production d'énergie, et on essaye de le rénover au maximum pour l'atteindre en classe B, on va se dire ça comme ça. Les priorités qui ont été fixées, alors elles ont changé ce matin, donc c'est pas à jour. La priorité numéro 1, en gros aujourd'hui, sur le parc qui a pu être analysé, il y a 56% des analyses qui sont sur les petits collectifs, R+2, R+3, des petits plots comme ça, qui se regroupent en périurbain. 56% c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a quand même une très grosse capacité. Et donc pour chacun de ces types de logements, on va se poser la question, quel est leur type de toiture, quel est leur type de chauffage, quelle est leur répétitivité, et surtout, une nouvelle donnée qui arrive par rapport à un projet Energy Sprong base, c'est est-ce qu'on peut le surélever? Ou est-ce qu'on peut réétendre les choses, ou comment on peut l'améliorer? La priorité numéro 2, du coup, serait plutôt les grands collectifs, dans le sens où il y a des enjeux sur ces grands collectifs-là. On est en train de regarder sur les diagnostics énergétiques qui seraient plutôt classés dans le bas du tableau.
Donc il y aurait quand même un enjeu à les lancer rapidement. Et enfin, la priorité numéro 3 avec le logement individuel, dans le sens où on a plutôt une vision en disant, pour le schéma industriel, rénover des petits ensembles, des gros ensembles, est peut-être moins compliqué techniquement qu'aller rénover le logement individuel extrêmement diffus. Voilà, la phase 1, comment ça s'articule? On est en train de rédiger avec Energy Sprong, avec la roue HLM, un cahier des charges explicatif. On est en train de rédiger le questionnaire, et donc là on est en train de finaliser la grille d'entretien. Après la conférence, je vous engage à venir nous voir pour faire partie du sourcing, puisqu'on va sourcer une grosse partie des interlocuteurs qui sont ici. Et ce serait bien qu'on ait une grille complète. Ensuite, en phase 2, on va avoir des échanges avec les entreprises, c'est-à-dire qu'on va créer un questionnaire sur lequel on va vous poser des questions sur les tailles de marché, les formes de marché, la manière de répondre. Est-ce que le mieux, c'est d'avoir une garantie de maintenance sur 5, 10, 15, 20 ans? Est-ce que vous avez les partenaires? Est-ce qu'industriellement, vous avez les partenaires pour répondre sur la façade, sur les pods énergétiques, enfin, tout un tas de sujets. Et une fois que vous aurez rendu ces questionnaires, on aura des entretiens organisés avec une dizaine ou une quinzaine d'interlocuteurs pour essayer de bien synthétiser la chose et donner à la ROHLM la capacité d'organiser un plan d'action et de se dire, voilà, avec les 34 bailleurs, l'idéal, ce serait de commencer par ça, avec cette taille de marché, et ensuite on verra pour diagnostiquer correctement les logements et vous envoyer des marchés. Donc voilà. Le planning de la mission, c'est très très court. Donc là, on a finalisé grossièrement ce matin le cahier des charges et la grille d'analyse. Donc on est à fin janvier. On va organiser des entretiens sur tout le mois de février. Ça risque de dégager un petit peu sur le début du mois de mars. Et puis l'idée, c'est qu'à fin mars, on puisse rendre un diagnostic avec une grille d'analyse qui permette d'avoir pour la roue HLM, pour mettre à la disposition des bailleurs, un outil d'aide à la décision concernant chacun son parc, et puis voir comment on regroupe les choses entre elles, pour qu'on puisse lancer les bonnes tailles de marché avec les bonnes catégorisations. Voilà. Alors avant d'aborder la phase principale de cette réunion, à savoir le retour d'expérience, un petit mot de Greenflex également. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Anne Gillois, je fais partie de l'équipe Energy Sprong. Et juste avant d'entamer la table ronde aujourd'hui, que je sais que vous attendez avec impatience, puisque vous êtes nombreuses, qui a posé des soucis, notamment pour l'organisation, on a dû redimensionner la salle, et ensuite avec les grèves, je voulais vous donner un petit aperçu aujourd'hui d'où en est la démarche Energy Sprong. Vous donner un aperçu d'où en est la démarche Energy Sprong par rapport aux projets qui sont notamment en Hauts-de-France, avec 160 logements qui ont été livrés le mois dernier à Wattrelos, donc dans les Hauts-de-France, avec le bailleur social Villogia. Un premier projet sur un bâtiment éducatif à Saint-Jean-de-Védas qui a été livré aussi, et ça c'est très récent, c'est samedi dernier. Il y a eu les portes ouvertes et la visite du chantier. Et puis, on va parler des Pays de la Loire tout à l'heure, mais il y a aussi des projets en Normandie qui vont se lancer avec un début de chantier annoncé jusqu'à fin février, dans la continuité des concours d'innovation auxquels certains d'entre vous ont pu participer. Ça, c'était le premier point. Le second aujourd'hui que je voudrais vous partager, c'est l'intérêt de la démarche Energy Sprong et de son soutien réaffirmé par les pouvoirs publics, notamment à travers 2 appels d'offres que l'on a remportés. Le premier qui s'appelle Giga Regio Factory, que vous avez déjà peut-être entendu parler ou peut-être que vous y participez en tant que partenaire. L'objectif, c'est de continuer à faire le lien interprofessionnel entre les bailleurs et les entreprises, et cette fois-ci d'aller vraiment ancrer et soutenir les tissus entrepreneuriaux régionaux qui sont sur les territoires pour accélérer la mise en place de solutions industrialisées. Ça, c'est le premier appel d'offres. Et le second, c'est celui Energy Poverty Zero, qui a pour but sur les quartiers qui sont vulnérables et en situation de grande précarité énergétique, d'aller accélérer la rénovation côté bailleur, mais aussi copropriété, donc un lien entre les bailleurs et les copropriétés privées. Voici ce que je voulais aujourd'hui comme message vous transmettre autour de la démarche Energy Sprong, et sans plus tarder, je vais vous laisser autour du retour Energy Sprong Pays de la Loire et de cette table ronde. Merci. Bonjour à tous, je me présente, je suis Jérémy Robin, je suis chargé de mission à l'USRG Pays de la Loire, donc je suis un peu le pendant
d'Alice pour la Haute-Bretagne. Et j'ai donc eu comme mission ces dernières années, depuis un petit moment, parce que le projet, vous le verrez, est long et a une longue histoire, de suivre le projet Energisprong. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ici à Rennes, pour vous présenter un peu d'abord le projet. On va essayer de voir ensemble, pour introduire la table ronde qui aura lieu avec les groupes d'entreprises et le bailleur social Maine-et-Loire Habitat. Vous présenter le projet pour savoir de quoi on parle, quel est le périmètre du projet, un peu son histoire, par où on est passé en termes de la consultation jusqu'à aujourd'hui. Avoir un focus sur chaque marché qui a été signé et qui sont en cours de réalisation aujourd'hui. Et puis parler un peu de quelques enseignements généraux, vraiment globaux, avant d'aller dans le détail avec les acteurs durant la table ronde. Voilà. Pourquoi une démarche Energisprong en Pays de la Loire? Alors, en fait, notre réflexion, elle a commencé en 2019. On a réuni, comme vous, les bailleurs sociaux, les différentes entreprises locales, avec un club entreprise, avec des clubs maîtrise d'ouvrage, et on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé d'Energisprong. Aujourd'hui, la démarche, en fait, le projet a été guidé par 4 enjeux, 4 grands objectifs qui ont fait écho à la démarche Energisprong pour nous et qui nous ont suivis en fait tout au long du projet. Alors le premier objectif, c'était d'offrir un bouclier énergétique aux locataires en les préservant de la précarité énergétique et de la hausse des prix de l'énergie. Alors cet objectif est d'autant plus prégnant aujourd'hui avec ce que l'on connaît sur les marchés du gaz et les marchés de l'électricité. Le deuxième objectif, c'était de pérenniser la vocation sociale du parc HLM par une garantie de performance énergétique. Donc là, on parle du cahier des charges Energisprong avec la garantie de performance énergétique sur le long terme. Et vous verrez qu'on a gardé cette garantie sur la durée de 30 ans. Troisième objectif, c'était de redonner une attractivité au patrimoine réhabilité et avec un nouveau cycle de vie au logement. Ça, c'est extrêmement important. Qui dit démarche projet Energisprong dit gros investissement en temps, en argent, mais dit un véritable nouveau cycle de vie pour les logements. L'idée est donc de réhabiliter pour une longue durée ces logements et de ne pas y intervenir au bout de 10-15 ans, comme c'est habituellement le cas pour des rénovations classiques. Et puis enfin, le quatrième objectif, c'était de constituer une filière locale. C'est aussi aujourd'hui le cas ici, et on en est ravis, pour la rénovation industrialisée à haute performance. Alors, le périmètre du marché, de quoi parle-t-on? Le marché, il a été lancé en novembre 2020. On a lancé la consultation avec 85 opérations dans le marché, sur 5 départements, 3 départements ligériens, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe, et 2 départements bretons, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine. 85 opérations, 2108 logements, dont 800 collectifs, portés par 14 bailleurs, réunis au sein d'une centrale d'achat, MACH, qui a porté la consultation, le projet. 14 bailleurs, donc 12 bailleurs ligériens, situés en Pays de la Loire, et 2 bailleurs bretons, qui sont, je crois, aujourd'hui présents, Néotois et Bretagne Sud Habitat. La phase de candidature a abouti à recevoir 26 candidatures pour 5 lots. Le marché était découpé en 5 lots. Donc 26 candidatures de 10 groupements, il y a un petit point d'affichage, 10 groupements différents qui ont déposé ces candidatures. L'année 2020, elle a constitué la consultation des 5 lots, donc en dialogue compétitif, durant toute l'année 2021, avec 8 groupements d'entreprises qui ont été autorisés à participer à ces dialogues compétitifs. 3 groupements par lot. On a abouti fin 2021, début 2022 à l'attribution de 4 lots, 4 marchés attribués, pour 42 opérations sur 3 départements, 1458 logements, dont 760 collectifs et 7 bailleurs sociaux. Donc vous voyez qu'on a, entre le début, les 85 opérations, 2108 logements, et la fin, 42 opérations, 1400, on a perdu un peu de logements, je vous expliquerai plus précisément pourquoi tout de suite après. Donc aujourd'hui, on a un marché qui a débuté début 2022, avec donc 4 ans de travaux, 3 groupements lauréats pour le lot 1 qui a été attribué à Sogea Atlantique, qui est ici présent, qui sera présent à la table ronde.
Le lot 2 qui a été attribué donc, au groupement Agir, dont le mandataire est l'entreprise Iloft, industrielle que vous connaissez bien en Bretagne. Et les lots 4 et 5 qui ont été attribués au groupe Altine. Alors, je vais faire un focus sur chaque lot pour vous montrer un peu de quoi on parle. Je ne vais pas trop insister sur ces lots parce qu'on y reviendra plus précisément pendant les tables rondes. Donc le lot 1, il est constitué de 296 logements individuels sur le département du Maine-et-Loire. Donc Sogea, un bailleur social, Maine-et-Loire Habitat. Aujourd'hui, donc, c'est le lot qui est le plus avancé parmi les marchés énergétiques qu'on a signés en Pays de la Loire. On a eu une création d'usine préfabrication de façade à Champigny, une usine Sogea. Je laisserai Sogea présenter plus en détail par la suite. Et aujourd'hui, on en est donc à la réception de l'opération témoin à Chantossé-sur-Loire, à côté d'Angers. 18 logements, donc la réception se fera durant le mois de février 2023. Donc, je vous ai mis quelques illustrations. Vous voyez une petite illustration de l'usine. Ça, c'est un logement de Chantossé-sur-Loire avant travaux. Et voilà, la pose de la façade et une illustration du résultat. Le lot 2, donc 400 logements individuels, donc un lot important sur les départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe, donc le groupement Agir, avec 3 bailleurs ici, Maine-et-Loire Habitat, Podelia et Mancet Habitation. Une usine de préfabrication de façade Iloft à Ploufragan dans les Côtes d'Armor. Aujourd'hui, on est à la fabrication du prototype de façade qui a débuté en janvier 2023. Et une opération témoin qui est prévue à Savigny-l'Évêque, début de travaux mai 2023. Donc, vous voyez l'illustration ici, avant et après travaux. Le lot 3. Alors le lot 3, c'est un peu le point noir de cette consultation, puisque c'est un lot qui a été rendu infructueux, déclaré infructueux, faute d'offres satisfaisantes. C'était un lot constitué de 422 logements individuels, 27 opérations avec 5 bailleurs, dont les 2 bailleurs bretons que je citais tout à l'heure. Quelques raisons qui nous ont conduit à déclarer ce lot infructueux. On peut citer un patrimoine qui était peu homogène, tout du moins moins homogène que les lots 1 et 2 en termes de patrimoine. Souvent des sites avec des architectures complexes, des décrochés de façade, des chiens assis sur certaines maisons. Et puis, surtout, je dirais, une grande dispersion géographique sur 5 départements. Là, vous voyez les sites qui étaient dispersés sur les 5 départements, ce qui a fait qu'on a eu des offres qui dépassaient en fait les prix cibles qui avaient été mis dans le marché. Le lot 4, 511 logements collectifs. Là, on passe après les 3 lots individuels, on passe au lot collectif. Donc des petits collectifs ici. 6 opérations de R+3, R+4 sur les départements Loire-Atlantique et Sarthe. Donc un lot qui a été attribué au groupe Altine avec 4 bailleurs, donc Métropole Habitat, Habitat 44, Atlantique Habitation et Sarthe Habitat. Le groupe Altine qui a développé une solution de façade industrielle pour ce marché spécifiquement, qui est un produit standard pour l'ensemble des opérations. Un module de façade de ossature bois intégrant isolant et menuiserie. On a l'opération témoin ici, Moulin du Bois, donc vous voyez l'illustration, la photo. Un petit immeuble de 46 logements situé à Saint-Herblain, donc dans la proche banlieue nantaise. Et le démarrage de chantier de cette opération est prévu pour le mois de septembre de cette année. Et enfin, le dernier lot, le lot 5, qui est un peu particulier, c'est un lot de 251 logements collectifs sur un seul groupe immobilier, situé dans le centre-ville du Mans, près de la gare. C'est une première au niveau européen d'avoir un projet de rénovation industrialisé avec de la préfabrication de façade sur un tel ensemble immobilier. Donc des bâtiments, vous voyez, qui vont de R+10 à R+14. Donc l'avancement de ce lot, on a un chantier qui est installé, une base de vie qui est installée depuis quelques semaines, une chaufferie bois prévue qui a débuté, qui a démarré en décembre 2022. On va avoir bientôt, mars-avril 2023, la pose du témoin de façade sur ces bâtiments-là.
au Saturbois. Et puis ensuite, on arrivera avec un chantier qui est assez long, hein, qui se finira sur ce gros chantier, fin chantier prévu en août 2024. Excusez-moi. Donc un projet Énergie-Pompe Pays de la Loire ambitieux et innovant, c'est le premier projet de cette ampleur en France pour la massification de la rénovation industrialisée. C'est aussi une étape importante qui a été franchie, qui est en train d'être franchie pour la structuration de la filière. On voit qu'on est dans une étape, hein, on a commencé en France la démarche Énergie-Pompe avec des opérations pilotes dans le nord de la France, dans l'ouest, près de Lyon, et on a eu la chance, je dirais, de lancer le premier projet la première démarche de massification, avec un cahier des charges ambitieux qui faisait écho donc, au cahier des charges Énergie-Sprong, avec des solutions industrialisées, préfabrication de façades et systèmes en tout thermique. Au niveau de la performance, on a bien sûr le EGaL 0 garanti sur 30 ans, de la production de panneaux photovoltaïques avec une revente à 100%. Des travaux donc, en site occupé qui sont planifiés sur 3 ans, donc 45 opérations planifiées sur les 3 années à venir. Et puis j'insiste aussi sur la qualité architecturale, qui a été un point important pendant la consultation, pendant le dialogue compétitif avec les entreprises. On a mis en exergue la qualité architecturale qui était recherchée dans les solutions qu'on souhaitait appliquer sur ces projets-là. Et on est pour l'instant très satisfait du travail et des offres qu'on a reçues pendant la consultation et on espère que le rendu sur site après travaux sera du même effet. On a également mis par les prix des objectifs, je vous disais tout à l'heure, des objectifs de prix cible dans le marché qui étaient des challenges en fait, hein, pour chaque groupement participant au dialogue compétitif, qui était fixé à 85 000 € TTC pour l'individuel et 75 000 € pour le collectif. Je vais revenir tout de suite sur ces prix. Quelques enseignements généraux. Premièrement, un cahier des charges qui a été respecté et qui a dû nécessairement évoluer pendant le dialogue. C'est l'objet du dialogue compétitif sur un marché innovant et ambitieux tel que celui-ci. Donc il a nécessairement dû évoluer par rapport au DCE initial, entre l'offre initiale et l'offre finale. J'ai cité là, le sujet des toitures, le sujet des critères de performance, Massy-Rénault aussi, puisque une partie des opérations Énergie-Pompe Pays de la Loire ont été élues dans l'appel à projet Massy-Rénault, ce qui a un peu modifié notamment les critères de performance et le planning aussi des opérations, avec des contraintes nouvelles qui sont venues s'imposer pendant le dialogue. Ce cahier des charges qui doit aussi être optimisé, bien sûr, pour les futurs marchés sur lesquels on est en train de réfléchir et sur lesquels vous êtes en train de réfléchir ici. Donc on parlera de ces sujets plus précisément pendant la table ronde avec les acteurs tels que le périmètre de l'exploitation maintenance, le EGaL 0, la durée de garantie de performance, enfin, tous ces sujets sur lesquels vous avez commencé à discuter et à réfléchir en Bretagne par rapport à la démarche Énergie-Sprong. Je reviens sur les prix cibles. Résultat des offres, les prix cibles qui n'ont pas été atteints, mais qui constituent une vraie progression par rapport au prix qu'on avait constaté sur les opérations pilotes. Donc on n'arrive pas à l'objectif qu'on s'était fixé, mais on est dans une courbe de progression et dans un contexte qui est quand même particulier, puisque la consultation s'est faite durant l'année 2021, en pleine crise des matériaux, qui est venue impacter l'offre, les prix, le pricing des solutions qui ont été proposées. Juste un ordre d'idée pour vous donner quelques chiffres. Sur l'individuel, on était à 85 000 € en prix cible, on arrive en moyenne autour de 100 000 €. Pour le collectif, on était à 75 000 € en prix cible, on est en moyenne entre 80 000 € et 85 000 €. Donc on s'est plus rapproché du prix cible sur le collectif que sur l'individuel, où on a encore une marge plus importante à franchir. Le lot 3, je n'y reviens pas, mais c'est vraiment le point d'alerte avec les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur l'infructuosité de ce lot. Et puis pour terminer ce propos introductif et pour laisser la place ensuite à la table ronde, cette première vague Énergie-Sprong Pays de la Loire constitue une véritable courbe d'apprentissage pour l'ensemble de l'écosystème riche avec lequel on a travaillé depuis de nombreux mois en Pays de la Loire.
Là, j'ai cité les maîtrises d'ouvrage, les entreprises, l'AMO qui est aussi ici présent, les bureaux de contrôle, les Enedis, la Ligue de protection des oiseaux, enfin bref, tout l'écosystème qui ont participé à cette démarche. Il y a eu un apprentissage extrêmement important avec un dialogue extrêmement riche. Bien sûr, beaucoup d'obstacles, beaucoup de freins à affronter, à franchir, qui a nécessité beaucoup de pas de côté, beaucoup d'énergie aussi de la part des acteurs, ça je ne vous le cache pas. Mais on est arrivé voilà, à l'avancement sur lequel que je viens de vous présenter. Et on est voilà, extrêmement satisfait de venir partager ces retours d'expérience avec vous pour continuer à initier cette démarche ici en Bretagne.